Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. La cérémonie de serment de jumelage entre le François et Sinamari s'est tenue à l'hôtel de ville du François le mercredi 1er juin. En Martinique, la hausse de la circulation du SARS-CoV-2 observée depuis quelques temps s'est poursuivie la semaine dernière. Notre question sondage, les députés martiniquais servent-ils à quelque chose à l'Assemblée nationale? Vos réponses dans un instant. Et en fin de journal, le savoir y réfléchir de Roland Laouché, député, pourquoi ils peuvent y croire? Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, les fromages à base de lait de vache peuvent être à l'origine d'irritations de la paroi intestinale. Les biscottes peuvent également provoquer une inflammation de l'intestin. C'est également le cas pour le pain qui contient désormais trop de gluten. Et évitez aussi, si vous le pouvez, le poisson fumé. Parlons maintenant de la qualité de l'air. Comme hier, l'air aujourd'hui en Martinique est mauvais. Plus de 450 plaisanciers stationnent actuellement dans la baie de Sainte-Anne. Il semble que la plupart d'entre eux soient à demeure sans autorisation d'occupation temporaire. La municipalité a balisé la zone des 300 mètres, mais aujourd'hui les bateaux se retrouvent au-delà et cela relève de la compétence de l'État. Et puis à Carrefour Market, les négociations n'avancent pas. La CSTM de M. Bertrand Cambusi accuse la direction de l'entreprise de faire du dilatoire. Elle menace de durcir le mouvement. Je vous le disais en titre, la cérémonie de serment de jumelage entre le François et Sinamari s'est tenue à l'hôtel de ville du François le mercredi 1er juin. La cérémonie de jumelage s'est déroulée en présence du maire du François, Samuel Tavernier, et des représentants de son conseil municipal. La délégation de Sinamari était composée de 7 personnes, élues du conseil municipal notamment, dont Christian Clay, premier adjoint au maire. Les allocutions des adjoints en charge du jumelage, Johanna Hurf de Sinamari et Lionel Grandin du François, ont précédé la projection de vidéos présentant les deux villes. Dans le serment signé par leurs exécutifs respectifs, Sinamari et le François se sont engagés à mener des actions conjointes dans les domaines de la culture, du sport, de l'éducation, du tourisme, de l'environnement et du développement économique et durable. Rappelons que la commune de Sinamari, située sur la côte guyanaise, est un territoire boisé de 1230 km² qui compte 2879 habitants. Le François, lui, abrite 17 000 habitants sur 54 km². Les deux villes avaient déjà une histoire commune. Les belles histoires commencent parfois dans la difficulté. C'est le mot d'introduction du discours de Michel-Ange Jérémy, maire de Sinamari. On se souvient en effet que les clubs de football des deux villes avaient maille à partir lors des 32e de finale de la Coupe de France de football le 30 janvier 2021. Jean-Claude Nemrod, d'ailleurs invité à la cérémonie de jumelage, s'était alors engagé à œuvrer pour l'apaisement de ce conflit. Il avait même proposé la création d'un hymne pour les deux clubs, ce qu'a rappelé le maire du François. Citons Samuel Tavernier. Ce jumelage a pour objectif d'encourager et de soutenir les échanges entre nos habitants, de développer une meilleure compréhension mutuelle et nos coopérations vivifiantes en vue de faire grandir nos territoires dans un sentiment de fraternité. Une déclaration qui a dû faire écho chez Samuel Perrault, président de la Ligue de football de Martinique, et chez les dirigeants du club franciscain présents
pour l'occasion. Une trentaine de personnes, presque exclusivement des aidants familiaux, sont venues à une conférence organisée par l'association martiniquaise des aidants familiaux qui traitait de la difficulté ajoutée au travail des aidants familiaux par la crise sanitaire. Ce fut une réunion très enrichissante, la parole ayant été donnée à plusieurs reprises au public. En Martinique, la hausse de la circulation du SARS-CoV-2 observée depuis quelques temps s'est poursuivie la semaine dernière. C'est la classe d'âge des 50 à 59 ans qui a enregistré le taux d'incidence le plus élevé. 31 patients sont en cours d'hospitalisation pour le Covid, dont 4 en soins critiques. Le coronavirus a tué en Martinique 943 personnes. Le recyclage des matelas est possible depuis 2012, mais cette économie circulaire reste soumise à de nombreuses idées reçues. S'il existe depuis 2012 une législation en matière de recyclage de tout produit d'ameublement, le Covid a été néanmoins l'élément déclencheur d'une nette prise de conscience des industriels et des individus en matière de recyclage. Il n'en demeure pas moins que certaines idées reçues perdure face à ces matelas recyclés qui passent pourtant dans un four à 160 degrés. C'est une garantie hygiénique non négligeable. Du côté des entrepreneurs, une incertitude demeure concernant leur statut. Sont-ils des recycleurs ou des industriels ? Ces questionnements risquent de se renforcer avec la place croissante du traitement des déchets et ces scandales de décharges sauvages. Rappelons que depuis 2012, dans le cadre de la REP, la responsabilité élargie des producteurs, les entreprises d'ameublement sont responsables de l'ensemble du cycle de vie d'un meuble et donc de son recyclage. C'est bien la législation qui a mené les entreprises de literie à penser le recyclage de leurs produits et à s'inscrire dans une économie circulaire. Des éco-organismes, comme Valdelia par exemple, s'occupent désormais de récupérer les matelas dans des bennes avec l'accord des collectivités avant de les trier et de les distribuer à des entreprises qui démantèlent et créent de nouveaux produits à partir de ces anciens matelas. Avant l'apparition de ce texte de loi, les matelas étaient enfouis, jetés ou brûlés parce qu'il reste des déchets particuliers. La première étape du recyclage est celle du démantèlement du produit. Or, un matelas est composé de plusieurs matériaux comme la mousse ou les ressorts, d'où la difficulté de le recycler. En 2014, seuls 10 à 15% des matelas étaient recyclés. Aujourd'hui, c'est 98% parmi les 7500 tonnes de matelas récupérés qui sont recyclés. Toute une filière a ainsi été créée de l'éco-participation payée par le consommateur lors d'un achat d'ameublement à la transformation en matelas recyclés. Au mardi de la 7e à l'Atrium, la question de la façon de se nourrir pour rester en bonne santé a été abordée. Ce genre de manifestation est destiné aux seniors qui ont déclaré avoir beaucoup appris. Rappelons que alimentation saine et sport sont souvent les clés d'une bonne santé. Les 4800 lycéens martiniquais qui ont fait leurs vœux d'études supérieures sur Parcoursup sont encore en train de recevoir des réponses. Et la Fondation Clément propose une exposition du 10 juin au 24 août avec les artistes suivants: Alain Omy, May Clémenté et Christophe Maire. L'Université des Antilles accueille Thomas Pesquet, premier Français et quatrième Européen à avoir commandé la Station spatiale internationale. Il va animer ce vendredi 10 juin à 14h45 une masterclass à l'amphithéâtre Charles Julius sur le campus de Schœlcher. La première séance du Parlement européen, à laquelle participe Max Orville à Strasbourg, s'est ouverte lundi et s'intéresse notamment à la lutte contre le changement climatique, mais pas seulement.
Il s'agit d'une plénière particulièrement importante puisque l'objectif qu'elle vise, c'est de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 et d'atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050. 8 propositions législatives pourront être examinées. Parmi elles, on trouve l'interdiction de la vente à partir de 2035 de voitures neuves émanant du CO2, en particulier celles qui fonctionnent à l'essence ou au diesel. Il est question également d'une taxe carbone aux frontières frappant les biens importés les plus polluants. Dans le même temps, un effort supplémentaire sera demandé à chaque État pour réduire ses émissions de CO2. Après-demain, mercredi, le Parlement va évaluer les résultats du sommet européen extraordinaire des 30 et 31 mai. Le président du Parlement ukrainien sera présent en personne alors que le Parlement européen apporte un soutien sans faille à l'Ukraine dans la guerre qui l'oppose à la Russie. Il sera également question de la Pologne qui accueille beaucoup de réfugiés ukrainiens, mais c'est surtout ce qui doit nous intéresser. Le Parlement européen va parler du renforcement des politiques de cohésion pour les îles de l'Union européenne et donc pour les régions ultrapériphériques de la France dont nous sommes. Et puis l'agent de la Poste qui a été agressé récemment ne l'a pas été alors qu'il était à son bureau. L'incident s'est déroulé à la porte de la Poste peu avant son ouverture. Le comité martiniquais du tourisme affirme avoir reçu des félicitations tant des participants de la course Jacques Vabre qu'à la course Cap Martinique pour l'accueil qui leur a été réservé en Martinique. Voici quelques données qu'apporte la dernière étude nationale sur les morts violentes au sein du couple. On a beaucoup évoqué l'augmentation des violences familiales dues au confinement. Pourtant, en 2020, 125 morts violentes au sein du couple ont été recensées par les services de police et unités de gendarmerie contre 173 l'année précédente, soit 28% de moins. Il s'agit du chiffre le plus bas enregistré depuis qu'on a commencé à réaliser cette étude en 2006. Les femmes représentent toujours plus de 82% des victimes. L'auteur est le plus souvent de nationalité française, âgé de 30 à 49 ans ou de 70 ans et plus, et il n'exerce pas ou plus d'activité professionnelle. La dispute et le refus de la séparation demeurent les principaux mobiles du passage à l'acte. Dans plus de la moitié des cas, la présence d'alcool, de stupéfiants ou de médicaments psychotropes est constatée au moment des faits. Un tiers des femmes victimes avaient déjà subi des violences antérieures. 18% des victimes féminines avaient déposé plainte auparavant. Mais seuls 2 auteurs faisaient l'objet d'un contrôle judiciaire et une seule victime bénéficiait d'une ordonnance de protection. Ajoutons qu'en 2020, 14 enfants mineurs sont décédés dans la sphère familiale, victimes d'infanticide ou dans un contexte de violence conjugale, contre 25 en 2019. C'est une véritable catastrophe. Le mois dernier, en Haïti, 200 personnes ont été kidnappées. Le prêtre qui officiait à la paroisse du Morne-Vert, le père Jules Doganou, originaire du Burkina Faso, est décédé à l'âge de 57 ans, victime d'un cancer foudroyant qu'il a emporté en 3 mois. Il laisse le souvenir d'un prêtre bien sous tout rapport. 2 hauts fonctionnaires viennent de formuler des propositions pour réinventer l'action publique de demain. Pour Sébastien Soriano et Vincent Feltès, il faut repenser totalement le mode opératoire de l'État. La coupure doit être nette avec la réforme de l'État menée depuis 30 ans, qui a essentiellement consisté à rétrécir ce dernier au profit du marché, des collectivités territoriales et de l'Europe.
À l'heure où l'État doit être capable de relever les transitions écologiques, numériques et démocratiques, il est urgent d'organiser des états généraux du service public afin de délibérer sur une nouvelle doctrine d'action publique engageant à la fois le personnel politique et la technostructure. Le gouvernement ne doit pas se comporter en manager en faisant pression sur les emplois publics et en sous-traitant à tout va au privé des tâches qui appartiennent à l'État. Par ailleurs, selon les auteurs, le développement de certains modes de financement, comme les appels à projets, a conduit à une grande dispersion des forces. Ils proposent donc de développer des modes de financement alternatifs ou complémentaires aux appels à projets qui permettent de prendre en compte l'ensemble des aspects et des conséquences éventuelles des actions menées. Sébastien Soriano et Vincent Feltes estiment nécessaire de réinventer la planification. Pour ces deux hauts fonctionnaires, afin d'être capables de faire face aux transitions à venir, une planification est nécessaire, mais elle se ferait à travers un État en réseau. Il faut, disent-ils, passer de l'État profond à la démocratie profonde. Les services publics gagneraient en effet à s'immerger dans une relation avec les citoyens au quotidien pour mieux coller à leur réalité et à leurs attentes en continu. Pour ce faire, il conviendrait de généraliser la codécision, la conception, la coaction et la coévaluation. On passerait ainsi de la réforme de l'État à la fabrique des réformes. Les réformes ne venant plus du haut, elles répondraient réellement aux besoins de l'ensemble des administrés, y compris les plus éloignés. Le centre de formation de la Chambre de métiers et de l'artisanat organise ses journées portes ouvertes demain, jeudi 9 juin, au quartier Logier, à Rivière-Salée. Et puis le budget de la ville de Grand-Rivière, c'est 1 200 000 €. Elle doit 400 000 € à ses fournisseurs avec qui elle a signé un échéancier sur 3 ans. Le comité régional de boxe organise samedi à 18h30 au Palladium de Sainte-Marie une réunion avec la participation de boxeurs de haut niveau, une manifestation placée sous le parrainage de Davina Michel, récemment médaillée de bronze aux championnats du monde. Notre question sondage. Les députés martiniquais servent-ils à quelque chose à l'Assemblée nationale? Nous vous écoutons. Sondage. Sondage. Utile, oui. Parce que de toutes les façons, il faut qu'ils disent au niveau de la Martinique, donc on a des priorités, donc on a des choses à quand même faire passer. Donc vu que les textes de loi, c'est vrai que les gars ils sont à 8000 km, donc ils n'ont pas forcément le terrain, ils ne sont pas sur le terrain, donc ils ne peuvent pas connaître la problématique de la Martinique. Donc il n'y a que nos députés, éventuellement, qui peuvent juger de l'état actuel de la Martinique et donner leur avis sur la question. Alors pour moi, vu ma pathologie, je suis restée quand même quelques années à ne pas suivre la politique. Je ne suis pas trop politique, mais ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas d'avancée au niveau de la santé. Parce que voilà, je galère un petit peu et si ce n'est pas par mes propres moyens, je ne vois pas d'évolution, surtout au niveau finance. Donc je peux dire que pour les effets secondaires, moi je dépense beaucoup et je ne vois pas d'avancée au niveau santé. Ils essaient de se défendre, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore ressenti vraiment le travail. Oui, mais j'attends qu'ils votent des textes de loi pour la Martinique ou pour les Antilles. Et à part Aimé Césaire, et puis, qui a fait la loi pour 1946 pour le département, il y a eu la loi Letchimi et puis quelques lois après. Mais je pense qu'il manque beaucoup de choses pour la Martinique.
Oui, bien sûr, à mon avis, puisque les institutions sont telles qu'elles sont. Ce sont des personnes qui nous représentent, les parlementaires. Dans le droit français, ils ont leur place et leur raison d'être. Maintenant, dans la pratique, c'est à voir un peu plus profondément. Oui, parce que pour nous défendre à nos intérêts, voilà. Au niveau, voilà. Oui. Un député peut être toujours utile à l'Assemblée nationale à condition qu'il fait le travail convenablement. Parce que souvent, ils sont élus et puis on ne voit rien venir. Peut-être parce que les gars de l'Assemblée de la métropole refusent ce qu'ils disent. C'est tout. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.